cette dernière conférence du jour. Je suis ravie de vous retrouver sur cette conférence FANIM avec French PropTech. Les conférenciers que je vais introduire tout de suite. Nous avons donc Sylvain Levy-Valency, fondateur de Web Radio Édition. Avec un Lévy. Pardon? Pas Levy, Lévy. Lévy, Levy. Donc Web Radio Édition. Ensuite, Loïc Quentin, président FANIM. Pierre Leroy, président French PropTech. Stéphane Dallier, qui est directeur général du pôle immobilier résidentiel Nexity. Et puis Jean-Pierre Domingo, directeur général du pôle immobilier Septéo. Vous avez devant vous des micros et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Ça va bien? On est ravis d'être avec vous. Ah, Sophie, comment ça va? Je suis ravi que vous soyez là. On a prévu un thème, on a présenté nos amis, on a le directeur général du pôle immobilier de Septéo, on a Stéphane Dallier qui est directeur général du pôle résidentiel du groupe Nexity, qui est le numéro 1 aujourd'hui de la promotion immobilière. On va parler des innovations et de comment ces innovations peuvent aider l'immobilier. On a également le cofondateur d'une association qui a été créée il y a quelques années qui s'appelle French PropTech. Voilà, pour laquelle j'ai l'honneur aussi d'appartenir et d'avoir concouru à son développement. C'est Pierre Leroy, et Pierre Leroy est également le cofondateur de Énergie Prospective, le groupe EP, qui est une galaxie autour des startups, de l'économie d'énergie, de la rénovation énergétique, mais pas que. Ainsi que Loïc Quentin, qui est un grand professionnel de l'immobilier, qui va nous donner l'éclairage d'un point de vue, non pas de la corporation, mais de la défense des métiers. On a appelé cette conférence, alors c'est vrai que ça fait très journaliste de dire ça, c'est comment les PropTech peuvent-elles sauver l'immobilier? Il n'a échappé à personne qu'on est en train de vivre depuis maintenant 14 mois, plus de 14 mois, une crise violente, inédite et soudaine. Alors moi j'ai l'âge d'avoir connu les 3 précédentes crises immobilières, et c'est vrai que pour la première fois, j'ai vu se cumuler un ensemble de facteurs conjoncturels et structurels qui frappent terriblement l'immobilier. Mais au-delà du fait de taper l'immobilier, c'est toute la fabrique de la ville qui est touchée. Les mobilités, l'habitat résidentiel ancien, le neuf, la rénovation énergétique, l'énergie en elle-même et les coûts de l'énergie, mais aussi ce qui touche les copropriétés urbaines, la ruralité, les villes moyennes. Toutes sont impactées par la défaillance chronique, et moi, en tant que journaliste, je vais oser le dire, défaillance chronique des politiques publiques menées depuis 40 ans. Alors, on a certes un président de la République dont on sait absolument qu'il n'aime pas l'immobilier. Il faut être très clair là-dessus. Et donc, faut-il encore espérer de notre gouvernement qu'il fasse quelque chose pour améliorer la situation? On a Loïc Quentin qui est avec nous, qui dirige le plus gros syndicat professionnel de l'immobilier. Ce n'est pas une défense corporatiste, c'est aussi la défense des emplois. Mais au-delà de la défense des emplois, sans aller jusque-là, c'est aussi le logement des Français dont il s'agit. De loger au quotidien des personnes qui rêvent d'accéder à la propriété. Et la propriété, c'est quelque chose qui est une particularité française. Il faut les professionnels pour les accompagner. Il faut les agents immobiliers pour les accompagner. Il faut des solutions logicielles. Il faut aujourd'hui des innovations techniques pour leur faire gagner en productivité. Il faut aussi des personnes qui font de la rénovation énergétique. Pierre, tu es bien placé pour le savoir, pour accompagner ce mouvement. Mais c'est aussi la garantie de la constitution d'un patrimoine sur le long terme. C'est aussi des bailleurs investisseurs. C'est aussi des propriétaires occupants. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, que le coefficient de propriété en France, il est de 1,1. Donc cessons de dire que nous avons des mauvais propriétaires qui abusent du système et qui sont assis sur de la rente de situation. Vous l'avez déjà entendu. Maintenant, l'innovation, ce que je voudrais, c'est positionner cette table ronde, si vous êtes d'accord, sur le fait que l'innovation, c'est le moteur de la prospérité. Sans innovation, il n'y a pas d'évolution de société. Il ne peut pas y en avoir. Parce que l'innovation, elle n'est pas que technique, elle est sociale, elle est environnementale, elle est dans les usages. Ces innovations d'usage, elles impactent durablement la façon dont nous consommons l'habitat.
Et je vais prendre un exemple, et ensuite je voudrais que la parole circule librement. C'est le Covid, qui a été un choc terrible. Du jour au lendemain, vous avez des millions de Français qui se sont retrouvés chez eux et qui ont fait connaissance avec leur appartement, leur habitat. Et oui. Et ils se sont rendus compte que leur chambre pesait 8 mètres carrés. Ils se sont rendus compte, en ouvrant la fenêtre, qu'il y avait un mur en face de chez eux. Ils se sont rendus compte que pour les mômes, il n'y avait pas assez d'espace pour qu'ils jouent. Ils se sont rendus compte de ce que c'est que le luxe d'avoir de l'espace. Ils se sont rendus compte de savoir ce que c'est que le luxe d'avoir de l'air qui circule, d'avoir du verre en perspective. Et tout ça a impacté durablement, grâce à des boîtes comme Septéo, des groupes qui œuvraient pour les innovations. Vous avez facilité la vie des agents immobiliers pour ouvrir finalement les chakras et permettre à ces millions de Français de se poser la question. Et vous l'avez tous vu dans vos métiers, du jour au lendemain, on a assisté massivement à des migrations où on avait des personnes qui voulaient accéder à la copropriété ou à la propriété avec un ratio, on va dire des décisions qui n'étaient plus les mêmes. Ce n'était plus vraiment le prix, c'était je veux du verre, je veux un jardin, je veux une terrasse, bref, je veux respirer. Et le logement des Français est un vrai sujet. Et je vais terminer sur 3 chiffres, et après le débat va s'engager. En septembre 2023, 12% des étudiants ont renoncé à leurs études supérieures faute de logement. On a des experts du marché locatif ici présents dans la salle. Jérôme de Champsavin, lui, connaît très bien le sujet du marché locatif privé qui est clairement en panne. 12% des étudiants. Mais j'ai un autre chiffre en tête. 17% des contrats à durée indéterminée pour des jeunes actifs en métropole n'ont pas été signés faute de logement. Il y a plus d'aide à la voiture électrique qu'il n'y en a pour le logement. Alors j'ai résolu la crise du logement, vous êtes d'accord? On va tous dormir dans notre voiture électrique. Ça va être beaucoup plus simple. C'est ce que font aujourd'hui 4% des actifs qui vivent au camping, et ils bossent, ou dorment dans leur voiture. Voilà, j'aimerais vous poser les questions, et je vais commencer par Jean-Pierre. L'innovation en elle-même, ces évolutions technologiques, elles ont quel but et comment, de votre point de vue, Jean-Pierre, du point de vue du groupe que vous représentez, qui est un tracteur de l'innovation en France, vous pouvez améliorer la vie des Français dans leur logement? Dans l'innovation, c'est un mot générique que tout le monde utilise pour dire beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas sûr que je vais régler les problèmes des campings des 4%, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la digitalisation des actifs numériques, donc des produits qu'utilisent les clients et les agents immobiliers, ont permis d'aller plus vite, ont permis de toucher un marché plus large. Bref, on est passé du papier au digital et on a gagné un marché plus grand et une capacité à toucher plus de gens. On appelle ça des outils de productivité. En gros, globalement, on va plus vite. On a la signature électronique, les recommandés. Tout ça nous a permis de gagner du temps et de toucher plus de gens. Aujourd'hui, le problème, c'est que le marché, il est en souffrance et que les agents immobiliers ont un métier protéiforme où ils font beaucoup de choses tout le temps. C'est très réglementé. Et le job, pour moi, c'est qu'on cherche à remettre l'humain au cœur du métier de l'agent immobilier, c'est-à-dire l'humain, c'est le projet de ses clients en location, en vente, trouver des bailleurs, trouver des acquéreurs, les comprendre et les accompagner. Et donc aujourd'hui, nous, on innove autour de ça. On intègre notamment l'IA, mais bon, l'IA, tout le monde en parle, peu importe. L'IA, c'est simplement un arbre de décision évolué. C'est une capacité à raisonner plus vite un certain nombre de sujets et à le résoudre. L'idée, c'est d'utiliser ça pour permettre à nos agents immobiliers, à nos clients, de trouver plus rapidement le bon produit, le bon financement et la capacité à le faire. Et qu'aujourd'hui, on vise très large. On a un côté mass média et que ce côté n'est pas efficace et frustre. Et qu'en fait, il faut trouver des gens et des produits face à face, dans leur propre base et autour d'eux. Et c'est en ça qu'on les accompagne. Merci Jean-Pierre. Stéphane Dallier. Alors vous êtes le spécialiste du logement neuf. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que la crise, elle est violente et elle est inédite. Alors moi, je suis beaucoup plus jeune que toi, Sylvain, donc j'en ai connu qu'une. Merci. Des crises. Mais je suis arrivé juste après la deuxième. Et c'est vrai que ça a toujours été très compliqué. Si je reprends un peu ton introduction, et notamment sur le Covid, on s'est rendu compte de plusieurs choses. On s'est rendu compte qu'effectivement, nos collaborateurs étaient mal logés. Parce que quand on faisait un Teams, il était quand même assez fréquent d'avoir des gens qui étaient dans un petit coin d'une pièce, voire dans une salle de bain, pour ne pas déranger le reste de la famille.
Donc ça, c'est sûr. Cela dit, ça faisait déjà quelques années que tous les promoteurs confondus essayaient de rendre un peu plus confortables les logements en proposant des logias, en proposant des choses comme ça. Oui, tout le monde rêve d'un espace extérieur. Oui, tout le monde rêve d'un jardin. C'est quand même mal barré avec le fait que le PDZ ne soit plus dans les zones détendues et donc va tuer un peu la maison individuelle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on a bien vu au niveau de la technologie que ce qui a accéléré, en tous les cas avec le Covid, c'est le Teams. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes nos boîtes, on ne peut plus concevoir que tous les gens en région se déplacent en Ile-de-France pour faire des réunions. Donc ça a gagné aussi en productivité, donc en frais de déplacement, parce que c'est important. La deuxième chose, c'est le DocuSign. Et on a bien vu, il y avait les agents immobiliers, mais il y avait les notaires aussi. Et ça a été très difficile de pouvoir faire bouger les notaires pour aller signer. Donc le DocuSign a aussi participé en ça. Mais l'innovation, elle est au cœur de notre métier depuis des années et des années. C'est ce qui nous a permis d'industrialiser un peu la recherche des terrains. Chez Nexity, on a créé Nexity Solutions Foncières, qui est très innovant et qui utilise beaucoup de technologies pour aller en chercher. Elle nous permet aujourd'hui aussi de trouver des clients, puisque 80% du marketing qu'on fait, c'est du marketing digital. Et ce qui manquait, c'était entre les deux. C'est comment on arrive à trouver des astuces innovantes pour essayer de produire un peu moins cher. Donc, à ta question, est-ce que la PropTech peut sauver l'immobilier ? Je n'en suis pas sûr. Par contre, elle peut y contribuer, dans le sens où tout ce qui va participer de près ou de loin à être plus performant, à baisser nos coûts de revient, ça va nous permettre d'avoir un prix un peu plus cohérent avec les nouveaux metrics. Et je prendrai un exemple. On a passé un partenariat stratégique avec une boîte qui s'appelle Topat, qui fait de la vraie construction modulaire, très innovante, c'est-à-dire que c'est véritablement une chaîne de production et ce n'est pas simplement de la construction hors site sous un hangar. C'est avec ce type de solution qui n'est pas encore réellement implanté en France, on est en train de les aider, mais qui va nous permettre, en massifiant et en industrialisant d'une manière innovante ce procédé, qui plus est en RE 2020 seuil 2031, c'est ça qui va nous permettre de retrouver une cohérence entre la construction de notre prix de revient et puis la capacité d'achat. Est-ce que ça coûte moins cher ? Pour l'instant, ça ne coûte pas moins cher. Et d'ailleurs, j'ai toujours été étonné que quand on parle de construction modulaire qui est censée être de l'industriel, ça soit plus cher qu'un objet unique fait par des artisans sur un site. Mais on y travaille et c'est le fait de pouvoir un peu massifier tous ces sujets, massifier ces achats et avoir un volume un peu plus important et surtout une vraie chaîne de production avec des robots, ça va nous permettre de baisser le coût de construction et donc d'être un peu plus compétitif. C'est très clair. Pierre, toi de ton point de vue, French PropTech, combien d'adhérents ? On va passer la barre des 250. 250 startups, on en a vu naître, on en a vu parfois aussi disparaître chaque année. Quel constat tu fais, toi, aujourd'hui, sur 2 points ? L'analyse de la crise immobilière qui frappe durablement aujourd'hui le logement des Français et toute l'énergie et l'émulation qui attire en fait les talents dans l'immobilier. Effectivement, il y a 3 crises qui se rencontrent aujourd'hui. Crise climatique, crise énergétique, crise sociale. Donc en fait, c'est un peu la fin de la récré pour le secteur. On est dans une phase où je pense que il n'y a jamais eu autant de pression depuis très longtemps sur l'ensemble de la chaîne de valeur de tous les acteurs du secteur. Et en fait, je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter d'opposer les acteurs historiques, les PropTech. Je pense qu'en fait, c'est plus le sujet de mon point de vue. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on bosse ensemble vite pour avoir de l'impact vite, en urgence, parce qu'il y a besoin de créer un choc de productivité très fort, parce que les marges sont tendues, et donc effectivement, il y a des méthodes. Il faut changer, il faut industrialiser, il faut digitaliser. En fait, ça doit même plus être une question. Il faut décarboner vite aussi. Donc, comment on trouve des solutions de construction industrialisée, de massification de la rénovation énergétique. Et puis socialement, c'est comment, effectivement, tu le disais très bien en introduction, on loge nos étudiants, on loge nos seniors, on loge nos familles recomposées. Parce que si effectivement les gens ils savent pas comment bouffer et ils savent pas comment se loger, socialement ça risque pas de bien se passer. Donc en fait, le vrai thème, je pense, c'est comment
les PropTech vont sauver l'immobilier. Non, c'est comment l'alliance des métiers, l'alliance des acteurs va permettre effectivement se faire l'état de l'art et l'introspection rapide de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et surtout, quels vont être les modèles opérationnels pour y parvenir. Merci Pierre. Loïc. Alors effectivement, pour moi, j'ai vécu 4 crises. Et les 4 T'es donc crises, plus âgé. voilà. Et mon entreprise s'en est sortie. Et Je toi suis toujours là Ouais. et plein d'optimisme. Il faut voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Ce qui nous arrive est une chance même si c'est brutal. Parce que c'est une chance, c'est une façon de rebondir. Alors c'est vrai que le titre, comment la PropTech comment les PropTech vont sauver l'immobilier. C'est vrai que c'est un peu provocateur. Non, c'est pas provocateur parce que moi je vais renverser la phrase et je vais dire comment l'immobilier va pouvoir sauver la PropTech aussi. Parce que je crois que nos intérêts sont liés. Et Pierre, tu l'as dit, c'est vrai que c'est donnant-donnant et gagnant-gagnant. Parce que aujourd'hui, la PropTech a réussi à mettre en évidence la face cachée de l'iceberg. Il reste en dessous énormément de choses à faire. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas attendre, tu en as parlé, des politiques publiques pour pouvoir intervenir et concevoir des stratégies pour le logement demain. L'empilement de réglementation n'a jamais libéré de construction, n'a jamais permis de répondre à la problématique du logement en France. C'est bien là la question qui est posée. Même si on a les meilleurs outils, comment allons-nous construire demain? Quelle offre de logement pour les Français? Quelle est l'offre la plus rationnelle, la plus économique? On n'a pas réglé cette question. On est un empilement de contraintes. Et je le disais tout à l'heure au ministre, on ne sait plus construire. Absolument. Et où allons-nous construire demain? Par quels moyens et comment y parvenir? Mais au-delà de tout ça, nos métiers ont connu une digitalisation très forte, avec des outils, la signature électronique, les extranets, tous les outils qu'on a à disposition, des plateformes, grâce aux sociétés de logiciels Septéo, un développement de logiciels métiers qui nous permet d'accélérer. Mais néanmoins, nos métiers sont de plus en plus contraints par notamment de nouvelles obligations, réglementations dont il faut se libérer. Et je crois que cette connaissance, aujourd'hui, je me faisais une remarque. Je suis venu pour la première fois, la FNM est venue pour la première fois au Salon Rent l'an dernier. J'ai vu beaucoup plus d'exposants sur le digital et le numérique qu'aujourd'hui, et je me suis dit, c'est devenu un salon de l'immobilier. Alors le salon de l'immobilier, pour moi, c'est IMO, c'est le salon de la FNM, il restera toujours gravé dans mon cœur, mais on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un besoin de la PropTech et notamment du digital appliqué à nos métiers. C'est ça qui est important. Et je pense qu'aujourd'hui, la PropTech a besoin de la profession pour la faire décupler dans ses fonctions. Quand je parle de politique du logement et de stratégie visionnaire, ce matin, on était avec Yannick Borde et on parlait notamment de l'Alliance pour le logement. L'Alliance pour le logement, on a la FPI, la FFB, Procivis, l'USH, les bailleurs sociaux sont avec nous, la FNIM, et on a créé une alliance parce qu'on n'accepte plus le constat d'avoir un immobilisme politique. Je crois que la réflexion collective et la prospective partagée de nos métiers, des contraintes de français avec le logement, va permettre de pouvoir se projeter et d'apporter cette contribution à la PropTech pour dessiner et définir de nouvelles stratégies. C'est ça, du moins, l'ambition. Avec Pierre, on est en relation régulière, on a des projets. D'ailleurs, il avait contribué au soutien de ma campagne et je le remercie. Mais alors, si tu me le permets, Jean-Pierre, on peut aussi parler de l'accord historique que vous venez de signer avec la FNIM, avec Modelo. Je crois que c'est officiel, le communiqué est parti. C'est aussi, ça s'inscrit dans une stratégie de coopération avec l'utilisation finalement de l'intelligence que le groupe CPTO peut fournir à des organisations comme la FNIM. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, tout à fait. L'idée, c'était en effet, la FNIM, qui est quand même le premier syndicat professionnel, c'était de lui apporter parmi les meilleurs outils du marché qui permettaient de mieux gérer ses locataires, ses clients transactionnaires. Mais c'était au-delà de ça, c'est surtout d'aller plus loin, de travailler ensemble. On en parle de la data, on parle souvent de la data. La data, il va quand même falloir qu'on en fasse quelque chose de public aussi pour qu'on puisse bien comprendre certaines choses. Aujourd'hui, tout le monde parle de data, chacun en fait dans son coin. Il est peut-être temps qu'on en fasse quelque chose ensemble et qu'on rende ça public pour qu'on prenne conscience de certaines choses sur lesquelles aujourd'hui, on donne des chiffres comme ça, ils ne sont pas toujours sourcés, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. On en a besoin pour analyser le marché, pour comprendre où on va, et que si on n'a pas de KPI, pas de chiffres pour savoir où on va avoir du mal à redresser la barre aussi. Donc c'est un des grands sujets qu'on aborde avec la FNIM. Donc pourquoi ce partenariat est global pour nous? On parle beaucoup de souveraineté de la donnée. C'est quelque chose dont, souvent, avec Pierre, on a eu cette conversation de souveraineté. De quoi on parle? Juste pour démystifier et casser un peu les idées reçues. De quoi on parle, Jean-Pierre? Quand on est à la tête de Septéo aujourd'hui, pour le pôle immobilier,
où tu captes un volume très important. De quoi on parle quand on dit à qui appartiennent ou pas les données et souvent, on utilise cette terminologie de souveraineté de données, souvent à tort, puisqu'on ne sait pas réellement de quoi on parle. Bah, la souveraineté des données, c'est assez simple. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les GAFA, quand on prenait les grands hébergeurs qui sont Amazon, Google et Microsoft, bah, ces hébergeurs-là sont soumis au Patriot Act. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, les Américains peuvent récupérer toutes les données qu'ils veulent. Alors certes, elles sont cryptées, difficiles à décrypter, ils ne sont pas forcément intéressés par nos données à nous, mais globalement, c'est quand même assez désagréable de se dire qu'on n'est pas souverain, c'est-à-dire qu'elles ne nous appartiennent pas. Chez Septéo, entre autres, mais comme d'autres, on a des fermes de serveurs hébergées en France sur des technologies open source qui sont pilotées par nous. Et dans d'autres cas aussi avec du Microsoft quand c'est nécessaire, mais verrouillées avec différents logiciels qui permettent de garantir que la donnée reste en France et ne peut pas être exploitée par un tiers à un usage dont on ne souhaiterait pas qu'il soit fait. Alors, on a évoqué ce sujet de la donnée, qui était souvent une question qui est posée par les agents immobiliers, bien évidemment. On le voit, la technologie, elle a considérablement évolué, et je vais prendre la partie du neuf. C'est certainement le segment qui a été le plus impacté par l'évolution technologique. Est-ce que tu confirmes cette tendance, Stéphane? Et en quoi on peut encore arriver plus loin? Tu as parlé de la construction hors site avec Top Hat, mais il y a aussi les initiatives sur les ossatures de bois, par exemple, sur les nouveaux modes constructifs. En quoi, finalement, tous ces impacts peuvent arriver demain, in fine, à avoir à la fois les innovations d'usage et une ville plus inclusive. Je sais que Véronique Bédag, elle utilise cette terminologie très souvent pour justement accompagner ce mouvement qui, pour moi, est un mouvement d'anthropologie urbaine. Alors, c'est vrai qu'on a depuis longtemps subi, et je pèse le mot, on a subi les différentes réglementations jusqu'à ce que enfin les promoteurs comprennent que le fait d'être réglementé, c'était au final une chance, parce que c'est ça qui nous avait fait évoluer beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que chez Nexity, depuis des années, on essaye d'être plus actif et en tous les cas plus vertueux que la simple norme. La dernière norme, qui est la RE 2020, ne considère plus uniquement la production, mais quelque part l'exploitation, l'émission de carbone, mais aussi l'énergie. Et ça, c'est une vraie innovation. Et voilà, il y en a plein qui l'ont subi en disant ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher. Mais pourquoi? Parce que nos modèles, et notamment quand on vend, et les modèles bancaires, considèrent uniquement leur capacité de remboursement sans regarder la baisse des charges liées à ces nouveaux modèles et surtout à ces nouveaux bâtiments. Donc il faut aussi qu'eux évoluent. Mais ça a été une véritable innovation et je n'imagine pas une seconde que le modèle bancaire n'évolue pas dans ce sens-là. Après, oui, il y a la construction hors site, mais il y a plein d'autres choses. Il y a pas, alors le bois, c'est bien, il faut qu'il y ait une vraie filière. Elle commence à arriver, elle est quand même encore un peu timide. On commence à avoir beaucoup de production de bois et c'est pour ça que tout d'un coup les pompiers se réveillent en disant ah bah oui mais le bois ça brûle. On leur avait dit mais donc ils sont en train d'essayer aussi de faire évoluer le sujet, pas forcément dans le bon tempo, mais on pousse. Mais il y a plein d'autres choses. Lafarge, pour les citer, mais il y en a plein d'autres, commence à vraiment faire du béton ultra bas carbone. Évidemment, il faut qu'ils réagissent, sinon ils sont morts. Donc ils sont en train d'évoluer et ce sont les industriels plus que les promoteurs qui vont véritablement faire évoluer cette profession parce que c'est leur matériau qui va nous permettre aussi d'évoluer. Est-ce que les Français veulent du logement neuf? Évidemment que les Français veulent du logement neuf. Je vais reprendre un autre sondage d'OpinionWay qui date exactement du même sondage dont tu as parlé tout à l'heure sur les étudiants. 25% des moins de 30 ans retournent vivre chez papa-maman parce qu'il y a un problème de logement. Alors, c'est sympa pour papa-maman. Donc ça veut dire qu'on accède, mais... et c'est un paradoxe dans une société qui évolue, de plus en plus tard à la propriété. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, mais encore une fois, l'accession à la propriété, c'est devenu un gros mot, il ne faut pas. C'était un ascenseur social, c'était une aspiration aussi de beaucoup de Français. Et c'est regrettable qu'on veuille un peu pénaliser l'investissement même dans la pierre pour loger des gens tout simplement. Parce que sans investisseurs, bailleurs, il n'y a pas de location.
Alors, on essaye, et le gouvernement a aujourd'hui mis l'accent sur du LLI, c'est de la location en loyer intermédiaire. On voit bien qu'ils veulent institutionnaliser la location. Mais la somme des épargnes des Français et l'attachement qu'ont les Français dans la transmission, dans le fait d'avoir un logement qui est une véritable sécurité pour la retraite, pour tous ces sujets-là, on les met de côté et on se dit, bah, c'est pas grave, il y aura beaucoup de locataires et ce sont les institutionnels qui vont l'avoir. Tu as complètement raison, le 1,1, c'est-à-dire les bailleurs privés, les particuliers, c'est pas des gens qui ont une dizaine d'appartements, c'est souvent des commerçants qui ont mis un peu d'argent de côté, qui ont acheté. Et c'est un complément de retraite. Exactement, et c'est là où le fait d'avoir le modèle de l'immobilier d'entreprise lié au Covid, au télétravail qui est bousculé, la difficulté qu'on a à créer du logement neuf qui, entre nous, produit plus de 25%, voire 30% de la production de logements sociaux. Ça aussi, on oublie souvent de le dire. Plus la sortie massive des étiquettes fait que la location va être très compliquée à trouver. Nous, on est aussi gestionnaire. C'est déjà le cas aujourd'hui, c'est bloqué. On est gestionnaire et on fait de la location avec les agences Nexity. C'est un dossier, 40 demandes. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin de neuf ? Je pense en tous les cas que la production n'est pas satisfaisante. Ce qui est paradoxal dans ce qu'on dit, mais je suis sûr que dans le public, vous le savez, c'est que c'est triple peine pour l'usager. Triple peine. Matraquage fiscal, injonction normative avec des antagonismes pas croyables, et ça, Loïc a souvent pointé cet élément-là, mais surtout, in fine, une précarisation au niveau du mal logement qui est très forte. C'est 2,5 millions de personnes mal logées en France. Mal logé, c'est-à-dire en état, je suis chez papa, maman, chez mon cousin, hébergement d'urgence. Et c'est pratiquement 5 millions de personnes qui sont en attente potentielle d'un logement. Il y a un autre chiffre. Je voudrais que tu corrobores ce chiffre, Loïc. C'est que quasiment les 2/3 du parc locatif privé logent des personnes qui seraient éligibles au logement social. Est-ce que ça veut dire qu'on a des bailleurs privés qui finalement font œuvre sociale pour loger les Français au quotidien? Et le paradoxe entre le logement dit social et le logement privé, c'est qu'on loge des populations qui seraient éligibles aux deux, alors qu'il y a une discrimination réelle, fiscale et juridique pour les propriétaires, petits propriétaires bailleurs qui ont bossé toute leur vie pour épargner et acquérir un bien, et le monde du logement social qui, lui, dans une certaine mesure, aussi a certaines difficultés. Pierre, quand tu vois ces deux équations, et que tu vois ces difficultés, toi qui vois toutes ces startups, qu'est-ce que tu relèves comme constat aujourd'hui pour ces orientations-là et surtout pour le logement ? Moi, ce que je vois quand je discute avec les entrepreneurs du mouvement, c'est d'abord qu'ils souffrent aujourd'hui de cette espèce de start-up bashing qui est lié à ce délire de la Startup Nation et des licornes, auquel... sans doute, c'était très bien d'imaginer faire des super valorisations de boîtes françaises qu'on allait exporter au Nasdaq, revendues aux Américains. Enfin bon, il y a un côté un peu délire dans la démarche. C'est très bien si ça a pu faire émerger des choses intéressantes. Mais la réalité aujourd'hui de la PropTech, c'est que les gens qui sont dans ce secteur-là, ils ont juste envie, c'est de faire bouger les lignes dans notre pays, de faire en sorte que les gens vivent mieux, de développer des emplois en territoire. La notion de souveraineté, elle est importante. Moi, je rêverais que Nexity soit un partenaire du mouvement et vienne soutenir notre écosystème de start-up françaises. Mais le message est... Ça s'appelle un appel, entendu. un lancement d'appel. Un lancement d'appel. Et je pense qu'on a des talents incroyables sur la construction hors site et qu'ils ne sont pas que en Angleterre. Il y a aussi un écosystème hyper puissant en local parce qu'il y a une filière qui est en train de se structurer, même s'il y a énormément de progrès à faire. Et en clair, ces acteurs-là, c'est eux qui portent aujourd'hui le risque de l'innovation parce que mine de rien, c'est eux qui flippent de savoir comment ils vont payer leurs équipes à la fin du mois, que ce n'est pas des start-upers à suite à capuche qui jouent au baby-foot en cramant de l'argent. Ça serait un peu caricatural. Et je pense que ces acteurs-là, ils ont besoin d'ouvrir des marchés.
Donc ils ont besoin des acteurs. 90% de nos boîtes, elles travaillent en B2B. Donc c'est notre meilleur réservoir et notre meilleure ressource pour aider à digitaliser les acteurs en place. Ce que ne savent pas forcément faire les grands groupes, ils sont en place, ils n'ont pas besoin de nous. Mais je pense qu'ils ont fondamentalement besoin de nous à partir de moment où ils ne savent pas porter l'innovation tout seul. Enfin, ce qu'on appelle le bootstrap, l'amorçage, c'est une vraie prise de risque qui est souvent tuée dans les grandes organisations. Il y a plein de terrains de jeu dans lesquels on peut aller trouver des choses intelligentes, mais il faut inventer les véhicules. Et je pense qu'effectivement, la réponse sera dans l'hybridation de la tech, de la finance et de l'expertise immobilière. Et donc, la PropTech, d'ailleurs, c'est la French PropTech, on s'est baptisé comme ça, c'est pas la French Tech immobilier, c'est la French PropTech parce qu'on veut incarner ce travail de collaboration dans la filière pour transformer le secteur. C'est pas un gros mot de dire French PropTech, la France. Hein. On peut dire qu'on est français et qu'on aime la France. Hein. C'est pas un gros mot, même si c'est pas forcément dans l'air du temps. Moi, je suis très content d'être ici. Je fais juste la virgule. Je déjeunais ce midi avec un représentant d'un fonds américain qui développe le portefeuille des PropTech et son portefeuille d'investissement dans les PropTech. Le marché français est regardé par le monde entier pour une raison toute simple, c'est qu'on a le référentiel carbone, construction bas carbone, rénovation énergétique le plus élevé au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ce qui veut dire que l'innovation ici, si elle marche, elle marchera dans le monde entier. C'est bien aussi d'avoir ce feedback. Et pourtant, lui, il se balade, il voit des innovations incroyables en France. Il me dit, vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas les valoriser, vous n'en parlez pas avec les grands groupes. Donc, et vous ne savez pas non plus les financer, parce que les chiffres, tu les connais. 17% des startups dans la Silicon Valley sont d'origine française. 12% des startups au Technion de Haïfa, qui est donc l'équivalent du MIT entre Tel Aviv et Haïfa, sont d'origine française. Donc, si on était capable de financer l'émulation, parce que je voudrais bien que tu nous dises aussi pourquoi en France, on attend qu'on ait des fonds américains ou des fonds étrangers qui viennent finalement dire sans aucune hésitation investir ici pour des entreprises. Pourquoi les Français ne sont pas capables de financer l'innovation? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Je pense que le modèle prédominant des investisseurs, c'était un modèle, ce qu'on appelle de SaaS, ils finançaient du logiciel avec de l'abonnement récurrent, qui est très sécurisant parce que c'est des modèles qu'on appelle de repeat business et donc ça crée de la valeur long terme et donc c'est du faux capital risque, entre guillemets. Or, aujourd'hui, on sait que ce modèle-là fonctionne évidemment, mais dans le secteur immobilier et bâtiment, qui est un secteur qui fonctionne au projet, donc au succès, c'est plus compliqué de faire accoster les modèles économiques. Et donc, on a un vrai problème de financement de la filière. Et on travaille activement avec Loïc, notamment, à trouver des alternatives et à construire des alternatives sur le sujet. Loïc. Oui, la PropTech a changé de visage. C'est vrai que ce n'est plus les start-upers qui jouent au baby-foot. Ce n'est pas cette image-là. Pour nous, la PropTech, ce sont des chefs d'entreprise. Et on n'est pas obligé d'avoir 30 ans pour monter une start-up. Absolument. Ça se monte à tous les âges. À tous les âges. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « J'ai 50 ans, j'ai monté une start-up et je vous emmerde. » Voilà, donc ça veut dire qu'on peut le dire à tout âge. La moyenne des startups à succès aux US, le dirigeant a plus de 45 ans, donc on est tranquille. Ouais, 46 ans d'âge moyen. Absolument. Ouais. Les startups sont des entrepreneurs. Et moi, je suis président d'une fédération d'entrepreneurs. On a tout pour se rencontrer. Simplement, c'est à nous, effectivement, de dicter, de donner notre vision et d'exprimer nos besoins et les mettre à disposition de gens qui ont le savoir et la technique, le digital, maîtrisant le digital pour y parvenir. Et ça, le champ explorateur, il est très large. Je rebondis tout à l'heure sur, notamment sur la donnée. Ce matin, avec Jean-Pierre, on a échangé. Je le remercie. Il a accepté volontiers de mettre une partie de sa data à disposition de la FNIM. On a des statisticiens à la fédération. Il y en a également au sein de CEPTEO. On va les faire se rencontrer, avoir une analyse commune
et utiliser cette data pour faire de la projection. Moi, j'en ai besoin aujourd'hui pour ausculter le rythme des transactions, le développement du marché, tout son aspect macroéconomique au jour le jour. On n'est plus sur un marché qui, notamment, va attendre de 6 mois ou 1 an pour être analysé. Il faut faire de l'analyse en temps réel. Ça, c'est une piste. Mais au-delà de tout ça, c'est toute l'imbrication de nos métiers. Et je crois qu'il y a des modélisations à entreprendre, et sur notamment des besoins métiers, pour lesquels toutes les startups, même les SS2I, arrivent à saturation. Et vous avez besoin de cette ressource professionnelle pour savoir où vous voulez vous diriger et comment on va pouvoir faire du développement. Alors le co-développement, avec Pierre, on l'a envisagé, et dans tous les cas, nous, on va soutenir, puisqu'on est une fédération d'entrepreneurs, on est capable de mobiliser des fonds pour venir en aide, en soutien au développement d'initiatives d'entrepreneurs, dès lors que ça répondra au cahier des charges. Et c'est en ce sens-là que je disais tout à l'heure, dans mon introduction, c'est pas comment les PropTech vont sauver l'immobilier, c'est aussi comment l'immobilier va sauver la PropTech. Parce que le contrat, il est donnant-donnant et gagnant-gagnant. Et je crois que c'est un challenge que nous avons à tenir, parce que l'immobilier, je dirais, est infini dans sa conception, son intelligence, sa prospective. Et ne comptons pas sur les politiques publiques pour se substituer à nous, pour avoir des pistes intéressantes. C'est à nous de les mettre en œuvre et de les faire porter. Et là, un syndicat comme le mien a besoin de pistes nouvelles et d'outils nouveaux pour y parvenir. Et je crois qu'à tous les niveaux, que ce soit dans nos métiers respectifs et aussi sur notamment l'analyse de nos données et aussi une prospective économique dont nous avons besoin que notre pays ne dispose pas. Alors, chez Septéo, vous avez la particularité d'avoir beaucoup de filières métiers autour de l'immobilier. Tout à fait. Administration de biens, syndic de copropriété, transactions, des outils d'aide à la décision, des outils juridiques. Je parle de Modelo, par exemple, et les offres qui vont avec. Il y a une particularité dans l'immobilier, c'est que plus de 92% des opérateurs sont des TPE ou des PME. C'est une vraie caractéristique. Une vraie caractéristique. Donc on peut dire qu'il y a une très grosse hétérogénéité spécifique au caractère même d'exercice de la profession, des professions immobilières. Est-ce que, et ma question, elle est vraiment importante parce qu'elle segmente, une entreprise qui a 10 salariés, 15 salariés, n'a pas les mêmes moyens qu'une entreprise qui a 250 salariés, une ETI, ou une grosse entreprise, je prends le cas d'une entreprise cotée et autres, qui ont les moyens de peser sur leurs ambitions et de faire évoluer. C'est là que je trouve que chez vous, Septéo, vous avez une particularité, c'est que comme si vous externalisez, comme si ces petites entreprises externalisaient cette fonction R&D, cette fonction innovation, en trouvant cette alliance. C'est le cas de vos clients. Vos clients sont des TPE, des PME? Alors, tout à fait. Les clients sont essentiellement des agents immobiliers, donc sont plutôt des TPE même que des PME. Je reviens sur l'innovation. En fait, l'innovation trouve sa racine où, en fait? L'innovation, elle ne trouve pas dans sa racine de start-up qui veulent gagner de l'argent. Elle trouve sa racine dans des gens qui veulent changer le monde. C'est ça à la base. Au début, c'est pas quand les start-up, ils ont des idées, ils veulent changer les choses. Après, on a le problème du financement, qui est un vrai problème, parce qu'en France, les institutionnels ne sont pas des investisseurs risques. C'est pas dans leur nature, et donc c'est vrai que là-dessus, French PropTech et Loïc avec la FNAIM ont un rôle à jouer. Après, moi, je pense que dans les startups, je vais arriver à ta réponse, hein. Je pense que dans les startups, il y a un vrai sujet aussi, qui est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui vont traiter un sujet. Et que je pense que ce qui est important aussi de faire, et là, pour le coup, ils sont très bien placés pour le faire, et Loïc et Pierre, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une espèce de chaîne de valeur de ces projets pour les coupler entre eux. Parce que souvent, on va dire, OK, on va faire un truc juste avec du bois. Oui, mais attends, il y a aussi un autre problème, c'est le chauffage, comment on le gère en géothermie. Et en fait, il faut qu'on arrive à coupler ces problématiques-là. Alors qu'aujourd'hui, souvent, on les gère en silos, les unes à côté des autres. Et je pense qu'on a un vrai travail tous à faire. Septéo a sa part à jouer là-dessus, qui d'ailleurs cherche à s'ouvrir sur sa data, sur ses partages, sur ses partenaires, pour dire arrêtons d'être seuls, parce qu'une des solutions, c'est le tous ensemble. Et pour revenir à ce que tu disais sur les TPE, oui, on gère des TPE qui n'ont pas les moyens d'innover, elles, pour le coup, parce que c'est pas leur métier, de toute manière. Leur métier, c'est de faire de l'humain. Et nous, c'est ce qu'on apporte. Notre job à nous, c'est justement d'innover pour eux, d'amener ce que finalement des grosses structures peuvent avoir, qu'elles ont les moyens de consolider, de le redescendre à des niveaux de TPE, d'industrialiser, pour qu'elles puissent avoir des services de productivité et d'efficacité qui leur permettent, et bien évidemment, de trouver le bon projet au bon client. Alors, on va revenir sur ce point, parce que c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, l'autorité de la concurrence réfléchit
à une certaine forme de dérégulation avec des acteurs différents, souvent des TPE, des PME, qui sont fortement impactés, dont on suppose que finalement, ils pourraient, s'ils étaient mieux contrôlés ou alors dérégulés, faire baisser les prix. Ce qui est une véritable bêtise et une connerie sans nom. Je précise. Voilà. Comme ça, c'est dit. On a besoin des professionnels. Stéphane, on en a souvent parlé. Le neuf est une véritable alternative à la fois démographique, mais l'équilibre de la construction neuve, c'est aussi la décompression des prix dans l'ancien. Aujourd'hui, on a un vrai sujet. J'ai pris un exemple un peu iconique. Un dossier de location, 231 demandes, record battu, c'est à Bordeaux. À un moment donné, il y a un vrai sujet. Tout à l'heure, nous étions avec Loïc Quentin, avec le ministre du Logement. Tu étais là, et il nous a dit, comptez sur moi, on va redonner confiance. À un moment donné, on est quand même en droit de se poser la question. Si je devais te dire, est-ce que c'est la faute des maires? Est-ce que là, c'est la faute des injonctions normatives? Ou même des équations non résolues sur, par exemple, le ZAN, sur, par exemple, les problématiques de migration territoriale ou de démographie, où est le réel problème? Pourquoi, en France, depuis 1982, en 1982, nous avions à périmètre constant le même nombre d'autorisations d'urbanisme qu'aujourd'hui? La seule différence, c'est qu'il y a 17 millions d'habitants supplémentaires. Stéphane. C'est difficile de répondre à cette question parce que moi, j'essaye toujours de mettre à la place des gens. Les maires, c'est vrai qu'on les a souvent critiqués en disant qu'ils ne donnent plus de permis de construire. Mais il faut savoir pourquoi ils ne donnent plus de permis de construire. En fait, ça fait des années qu'on leur a enlevé leur dotation. Quand on arrive avec des nouvelles constructions, il faut un véritable courage politique. Parce que déjà, ça crée des nuisances au niveau du chantier pendant quelques années. Alors là, pour le coup, l'innovation et notamment la construction hors site est réduite à 6 mois de production. Ça peut être une véritable réponse pour eux. Après, on crée un besoin. On crée un besoin en école. On crée un besoin en assainissement. On crée du trafic routier. S'ils n'ont plus les moyens financiers de prendre ces surcoûts, ils freinent. Plus une nouvelle catégorie de maires qui, je ne les qualifierais pas d'écologistes, mais de préoccupés par l'avenir. Et tous les maires devraient être préoccupés par l'avenir. Mais avec la méconnaissance et surtout ce petit adage de bétonneur, je perds aux prochaines élections, alors qu'au contraire, quand on construit une offre nouvelle, on attire de nouveaux habitants qui potentiellement peuvent voter pour vous. Et aujourd'hui, on voit bien que notre métier, il a complètement changé et qu'on est extrêmement vertueux au niveau du développement durable. Tout le monde se lance, et c'est très bien, dans la rénovation énergétique. Et effectivement, on ne peut pas être contre cette politique qui consiste à dire il y a 36 millions aujourd'hui de logements, préoccupons-nous déjà de remettre à niveau, et à niveau, c'est d'accélérer la transition énergétique et écologique sur ces logements, ça c'est sûr. Mais malgré tout, ça va être quand même difficile, avec toute la bonne volonté du monde, avec tous les acteurs du bâtiment, d'arriver assez rapidement à transformer tout ça. Et ils ne seront aujourd'hui jamais aussi vertueux qu'un logement neuf, avec toutes ces nouvelles normes qui, encore une fois, ont été contraignantes, mais qui font qu'on a accéléré cette transition écologique. Tu parlais tout à l'heure des voitures électriques. Je l'ai dit, il y a beaucoup de représentants, d'élus, de parlementaires qu'on peut quand même regretter qu'il y ait une véritable action, et c'est sûrement très bien qu'il y ait une véritable action pour cette transformation du thermique en électrique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas créé des super usines en France, aujourd'hui, 80% des batteries sont faites en Chine. Et que la Chine, c'est quand même pas le modèle le plus vertueux d'un point de vue écologique. Il n'y a rien, mais rien, d'incitation, à part un peu de prime rénov', mais qui est quand même pas hyper satisfaisant en termes de montant. En tous les cas, pour la construction neuve, il n'y a rien d'incitatif pour accélérer cette transition. On est dans le coercitif, vous avez la règle, vous devez la respecter. On n'est pas dans l'incitatif, améliorer
améliorez cette règle et vous serez récompensé. Bah, c'est quand même un peu dommage. Un mot rapide, Pierre. Il va être bientôt l'heure de conclure. Je voudrais laisser aussi la conclusion à Loïc. Moi, effectivement, je pense que le contexte fait aussi qu'il y a de formidables opportunités. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais il y a aussi du coup des solutions qui émergent aujourd'hui dans la densification douce, avec des startups, par exemple, qui imaginent des solutions. Vous savez qu'il y a 9 millions de terrains avec des propriétaires dessus, qui peuvent faire du découpage, qui peuvent faire une extension. Ça veut dire qu'il y a un réservoir de logement tout à fait intéressant, que ça veut dire qu'on peut créer une alliance entre le maire de la ville, les propriétaires et la possibilité sur des infrastructures existantes qu'il n'y a pas besoin de refaire. Donc il va falloir être inventif, il va falloir être créatif, et c'est là où il y a aussi des startups qui sont tout à fait intéressantes. Moi, j'en ai une en tête, elle a réussi à sortir quasiment 1500 logements assez rapidement sur le thème. Ça fait partie en fait des modèles qu'il faut coproduire. Voilà, je voulais compléter là-dessus. Merci. Loïc, peut-être un mot pour conclure? Un mot sur la question de la fabrication de logements. Oui, les startups peuvent nous aider, mais au fond, le vrai problème, qu'est-ce qu'on se rend compte depuis de nombreuses années, c'est que finalement, le logement, on a tout pour construire du logement, fabrication in situ qui n'est pas délocalisable, on a la maîtrise du foncier, les entreprises, la réglementation, la fiscalité applicable, et on ne sait pas faire. Et pire encore, la propension à consommer du logement des Français est d'une des plus élevées d'Europe. Là, effectivement, c'est un échec sur toute la ligne. Donc avant même d'avoir des outils propres, notamment pour nous aider dans cette démarche-là, il faut repenser l'équation du coût de la construction en France, ou construire, repenser la politique foncière qui n'est pas du tout adaptée, ce n'est pas le dispositif ZAN qui nous donnera l'oxygène nécessaire, et revoir les fondamentaux. Mais je crois, on peut toujours rêver. Le problème, c'est que plus on avance dans le temps, et plus le législateur se rend compte de ses erreurs, et reprend une loi pour en modifier une autre, et il aggrave à chaque fois la situation. Voilà mon bilan. Je pourrais m'étendre, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un peu le constat que nous faisons. Donc avant tout, il y a une urgence. Je dirais, on avait espoir sur le CNR à un moment qu'il y ait une prise de conscience. Il n'en est rien sorti. C'est clair. une catastrophe. Donc aujourd'hui, je plains les promoteurs. Je crois que ce sont eux qui vont être le plus en difficulté en 2024. Si on a les startups peuvent leur venir en aide, mais malheureusement non, il nous faut un dispositif d'aide et dans l'urgence, et surtout pas le signal qui est envoyé par le gouvernement aujourd'hui. C'est très clair. Avant de nous quitter, Stéphane est au courant, il connaît le système. Je vous propose de faire un jeu. Ça vous dit qu'on fasse un petit jeu pour conclure? Vous êtes d'accord dans le public ou pas? Ça va? Je vous entends pas bien. Vous êtes d'accord? Ok. Je vais vous demander à chacun, bon, toi tu connais, de choisir un adjectif, un mot, qui vous viendrait à l'esprit, mais très spontanément, qui illustrerait les propos, ou le lieu, ou le moment, qui vous viendrait comme ça naturellement à l'esprit. Je vais commencer par Jean-Pierre. Je dirais optimisme. Pardon? Optimisme. Optimisme. Je note. Optimisme. Pour Jean-Pierre. Stéphane. Osons. Osons. Ça, c'était Feu El Kabash. Osons. Non, mais en plus, vu le contexte, j'aurais pu dire violet et tu aurais été un peu embêté quand même. Donc, Merci. Osons pour Stéphane Dallier. Pierre Leroy. Un mot. Résister. Résister. Loïc. Amateurisme. Si l'on ne veut pas faire preuve d'amateurisme, encore faut-il résister. Pour cela, j'ai une réponse. Osons, osons avec optimisme. Merci à Jean-Pierre Domingo, directeur général du pôle immobilier de Septéo. Merci à Stéphane Dallier, directeur général du pôle résidentiel de Nexity. Merci encore à Pierre Leroy, président de French PropTech et cofondateur d'EP. Et un triomphe pour Loïc Quentin, président de la FNIM. Merci à tous.